Bonjour, je me présente rapidement, je m'appelle Angelo, je suis de Marseille, des environs. J'ai 56 ans, je suis marié, trois enfants, grand-père. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de qu'est-ce que c'est que la blockchain et qu'est-ce que ça peut apporter, un petit peu d'histoire, de géographie et de la manière la plus simple possible, en tout cas de la manière dont je vais essayer de vous faire passer quelque chose comme on me l'a fait passer à moi qui ne comprenait pas grand-chose de la crypto-monnaie il y a encore une année. Donc je vais commencer tout simplement par vous poser une question. À votre avis, qu'est-ce que c'est ça? Une photo devrait apparaître. Si j'ai bien fait les choses, excusez-moi, je ne suis pas très bon en technique. Je vous laisse réfléchir. Ce que vous voyez là, ben, c'est tout simplement la suite du protocole TCP/IP. Autrement dit, c'est Internet. On n'y comprend rien, mais on y est tous les jours. Vous l'utilisez, je l'utilise tous les jours. Deuxième petite question, qu'est-ce que c'est? Et c'est pareil, cette photo-là, cette image-là. Pareil, je vous laisse quelques secondes. Eh bien, tout simplement, ce sont des blocs. Et au sein de ces blocs, vous avez un certain nombre de transactions. Ces blocs s'ajoutent les uns après les autres et forment une chaîne. C'est donc une chaîne de blocs. Et c'est donc ce qu'on appelle la fameuse blockchain. Voilà, je vous expliquais ce que c'était une blockchain. Bon, alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne va pas décrypter tous ces slides pour comprendre ce que c'est qu'une blockchain. Ce que moi, je vais essayer et ce que je vous propose, c'est de plutôt partir en vacances. Je vais vous faire un petit peu voyager dans le Pacifique Sud, dans une petite nation où on appelle, qui s'appelle, pardon, les îles Yaps. Vous pouvez voir, je vous mettrai quelques photos dans l'incrustation. Et donc, prenons juste 2 minutes pour faire un petit peu des géographies. Les îles Yaps sont composées de quatre petites îles qui se trouvent dans la mer des Philippines. Et que trouve-t-on dans ces îles Yaps? On y trouve ce que vous voyez là à l'écran, mais tout simplement des grosses pierres rondes avec un trou au milieu. Eh bien, ces pierres, c'est de la monnaie. Alors, c'est vrai que ce n'est pas très pratique pour acheter aller du pain. Mais les Yaps ont trouvé une solution. Ils utilisent la tradition orale pour savoir à qui appartient quelle pierre. Imaginons que la grosse pierre que vous voyez en premier plan appartienne à Albert et qu'il a décidé d'aller acheter, peu importe, une voiture à Thierry. Il va aller sur la place du marché, au village, et il va annoncer la transaction. Comme ça, tout le monde saura que maintenant, la grosse pierre d'Albert n'appartient plus à Albert, mais elle appartient à Thierry. Alors, au bout d'un moment, les transactions se multiplient et le chef du village se dit, c'est pas mal la tradition orale, mais peut-être qu'on ferait mieux d'enregistrer ça sur un registre. Donc, alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nommer quelqu'un dans le village pour tenir ce registre. Il va falloir lui donner un nom. Et le nom de cette personne, ben, ce sera, on va dire, le banquier. Donc, on se retrouve
dans la situation suivante. Quand Albert ou une autre personne veut donner 1 kilo de bananes, il va devoir aller voir le banquier qui va vérifier qu'il y a bien 1 kilo de bananes et puis enregistrer la transaction. Le système fonctionne plutôt pas trop mal, c'est assez efficace, mais au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a quand même des défauts, comme par exemple quand le banquier est malade ou il part en vacances. Mais là, on ne peut pas faire de transaction. Et puis, petit à petit, le banquier, on a l'impression qu'il devient un homme un peu plus puissant. Et c'est aussi un homme riche, d'ailleurs. Parce que quand il a eu l'idée tout simplement, il s'est dit, je vais prendre une petite commission à chaque fois qu'il va enregistrer une transaction. Donc, il est devenu finalement l'homme le plus riche de l'île. Et bien sûr, tous les villageois en ont eu marre et vont se rebeller. Ils vont aller voir le chef et le chef prendra une décision radicale. Il décide tout simplement que tout le monde va être banquier. Et là, il se retrouve alors dans la situation suivante, avec Albert qui veut toujours vendre son auto ou autre chose à tirer. Mais il va se retrouver comme au temps des pierres. Il va aller au centre du village pour annoncer la transaction. Mais cette fois-ci, tout le monde va vérifier et enregistrer la transaction sur le registre. Eh bien, ce registre, c'est la blockchain. La blockchain, c'est un registre d'enregistrement de transactions qui est ordonné et distribué sur tous les ordinateurs du réseau et surtout qui est sécurisé. Alors pourquoi il est sécurisé? Eh bien, il est sécurisé parce qu'il est distribué et vous voulez, si vous voulez par exemple corrompre ce registre, il va falloir le corrompre sur tous les ordinateurs du réseau. Alors ce concept, les experts disent que cela va devenir à la transaction ce qu'Internet a apporté la révolution à l'information. Alors grâce à ça, il n'y a plus de banquier parce que le banquier, c'est moi, c'est vous, c'est tout le monde. Et ça, c'est génial, non? Mais alors, d'où ça vient? D'où vient ce système? Alors là, il faut remonter en 2008. Et là, le monde vient de connaître une crise des subprimes. Alors, c'est quoi la crise des subprimes? C'est d'abord une de la plus grosse crise bancaire. Une crise, une crise de confiance dans le système bancaire et donc qui a fait beaucoup de mal. Et vous savez que c'est dans les crises qu'il y a des opportunités. Et donc, on va dire que là, moi, Angelo, je m'appelle maintenant Satoshi Nakamoto. Et bien sûr, ce n'est pas mon vrai nom. Et ça, personne ne connaît mon identité. Mais par contre, j'ai observé cette crise. J'ai réfléchi à un système qui permettrait de s'échanger de la monnaie sans passer par une banque. Ce système est une monnaie que j'ai créée en janvier 2009 et je l'ai appelé le Bitcoin. Rappelez-vous que je suis Nakamoto. Alors maintenant, c'est quoi le grand principe du Bitcoin? Alors, le Bitcoin, c'est tout simplement un logiciel libre participatif, c'est-à-dire qu'il n'appartient à personne et que tout le monde peut contribuer non seulement à son fonctionnement, mais aussi à son amélioration des algorithmes derrière et enfin un système qui est décentralisé, c'est-à-dire qui ne passe pas soit par une banque, soit par un organisme centralisateur. Alors,
le Bitcoin, c'est aussi une monnaie. Mais comme c'est une monnaie, j'avais trois contraintes techniques à résoudre. La première, c'est qu'aujourd'hui, nous avons notre monnaie qui est le billet de banque. Il fallait que je puisse m'assurer qu'on puisse le prendre d'une poche et le mettre dans une autre poche. Le deuxième problème, c'est le numéro de série, de manière à s'assurer que quelqu'un ne puisse pas utiliser en même temps deux fois ce même billet. Mais un billet, c'est de la monnaie. Et c'est quand même une notion de confiance, qu'on le veuille ou pas, qu'il fallait que je fasse en sorte que j'arrive moi aussi à donner confiance dans cette monnaie virtuelle, dans cette monnaie numérique qui est le Bitcoin. Alors, en face de ces trois contraintes, j'ai abordé trois solutions techniques. La première, c'est que j'ai utilisé le réseau peer-to-peer pour permettre le fameux passage d'une poche à une autre. Alors, c'est quoi, pour ceux qui ne connaissent pas le réseau peer-to-peer? C'est tout simplement un réseau qui permet à des ordinateurs de se parler sans passer par un serveur central. Ceux qui ont mon âge, ou même ceux qui ont des enfants, ils ont sûrement, et vous avez sûrement entendu parler du téléchargement de films, de logiciels, de musique, et donc tout ça, c'est le peer-to-peer. Donc, et bien sûr, c'est illégal, mais tout le monde l'a fait, et peut-être qu'il y en a encore qui le font. Ensuite, pour éviter qu'on utilise deux fois mon fameux billet, j'ai eu l'idée de mettre ça dans un registre partagé au public et distribué de manière à ce que tout le monde puisse vérifier que les transactions étaient bien uniques. C'est ça la fameuse blockchain. Enfin, pour garantir la confiance, j'ai permis à toute la communauté de valider l'ensemble. Comme ça, c'était ouvert et transparent. Et avec ça, on avait la confiance. En créant ce système-là, j'ai créé la première blockchain, la blockchain du Bitcoin. Alors, où on en est maintenant depuis l'invention en janvier 2009? Et là, le Bitcoin, aujourd'hui, 3 juillet, le jour où je tourne cette vidéo, 2022, le Bitcoin a une masse monétaire d'environ 35 milliards d'euros. Et c'est déjà monté, et il y a seulement quelques mois, on était même à 100 milliards d'euros. Le Bitcoin, c'est plus de 250 000 transactions, il me semble, par jour. Et c'est une monnaie qui est convertible dans toutes les devises. Ce matin, il était à environ 20 000 euros, par exemple. Et il y a encore quelques semaines, il était aux alentours de 60 000 euros un Bitcoin. Le Bitcoin. Alors, ça a permis aussi quelque chose de sympathique pour les pays qui n'avaient pas de problème, ou qui avaient, surtout, excusez-moi, qui avaient un problème d'un système bancaire précaire. Ça a permis aux habitants simplement de pouvoir échanger de la monnaie de la manière électronique. Donc, on voit tous les avantages que cela apporte, mais en fait, comment ça marche? Comment on fait ces fameuses validations de transactions? Et si vous voulez le savoir, je vais avoir besoin un petit peu de vous. Imaginez que vous êtes tous un ordinateur et que vous êtes chacun dans un pays différent. Ça y est, vous savez dans quel pays vous êtes, vous avez choisi votre pays, c'est OK. Voilà. Donc je vais vous poser un problème.
le même problème pour tout le monde, identique, de Sudoku. Vous savez, les grilles de Sudoku. Alors, la grille de Sudoku, en fait, est constituée de morceaux de transactions. Et au premier d'entre eux qui trouve de résoudre le problème, ben, tout simplement, je vais lui donner de nouveaux bitcoins. Et c'est de cette manière seule et unique, de ce moment-là, que nous créons la monnaie dans le système. Le premier d'entre vous qui trouve, on lui donne un bitcoin. Alors, admettons que l'un d'entre vous trouve la solution le premier. C'est très difficile de résoudre, mais c'est extrêmement facile de s'assurer que le résultat est correct. Donc une fois que le premier a trouvé, on va demander à 4 ou 5 personnes de vérifier que le résultat est correct et donc que vous avez trouvé la solution. Une fois cette vérification qui a été faite, eh bien vous allez tous enregistrer le résultat sur chacun de vos disques durs. Et ayant fait ça, vous aurez donc validé les transactions. C'est ce qu'on appelle le minage. C'est le terme technique qui va pour valider des transactions sur la blockchain du Bitcoin. Voilà alors, à ce stade-là, vous êtes en train de vous dire, mais ce truc, ça ressemble beaucoup à une banque. Maintenant, pour le savoir, je vous propose de répondre à la question suivante. Mais au fait, c'est quoi une transaction? Question compliquée. Bon, on a bien compris que la blockchain, enfin le Bitcoin, est la monnaie numérique et que c'est la première application de la blockchain. Mais une transaction, finalement, ça ne reste qu'un type de transfert de propriété. Donc la monnaie qui va partir, comme on a dit au début, d'Albert et aller à Thierry. À ce sujet, je vais vous refaire voyager. Cette fois-ci, je vous emmène en Amérique centrale. Je vous emmène en Honduras, et sachez qu'il y a d'autres pays comme cela. Le Honduras est un pays dans lequel il y a beaucoup de corruption qui est sévère encore de nos jours. Et quand on est bien placé dans la hiérarchie administrative, on peut facilement offrir un terrain avec une belle vue sur la mer à ses amis. Et forcément, les Honduriens, ben, ils ont perdu confiance dans leur système administratif. Alors, tout simplement pour régler ça, reprenons rapidement ce qu'est la blockchain. C'est donc un registre dans lequel il y aura des échanges qu'on va mettre à l'intérieur et seront sécurisés, immuables et qu'on ne pourra vérifier l'authenticité à n'importe quel moment. Et ça correspond bien à ce que là, aujourd'hui, nous appelons, nous, le cadastre à la mairie. Et donc le Honduras a décidé de mettre en place le premier cadastre numérique endossé à la blockchain. Alors, on a fait disparaître le métier de banquier, mais là, sur cet exemple, ben là, c'est le métier de notaire qu'on fait disparaître. Dans ce registre, pour rester dans le même ordre d'idées de vouloir sécuriser des documents et de pouvoir s'assurer de l'authenticité de celui-ci, il y a des gens qui sont diplômés. Les notaires sont diplômés. Et tant d'autres personnes. Alors effectivement, aujourd'hui, il est relativement facile de falsifier un diplôme. Et du coup, avec Photoshop, bim bam boum, et hop, vous êtes diplômé. Je suis diplômé d'Harvard. Mais bien sûr, beaucoup de gens me connaissent et savent très bien que ce n'est pas vrai. Mais avec Photoshop, je suis docteur.
je suis diplômé. Et tout ça pour en venir où? Ben, il y a beaucoup... comment ça marche demain dans votre profil Facebook ou LinkedIn ou même sur votre CV? Vous pouvez très bien inscrire, vous allez inscrire le lien de la transaction dans la blockchain et dans cette transaction, il y aura une empreinte digitale, une empreinte numérique de votre diplôme. Donc c'est comme ça qu'ils font aujourd'hui. Et la première transaction passée d'un diplôme par la blockchain a été faite tout simplement par, il me semble que ça s'appelle l'Institut, j'aurais dû prendre des notes, Léonard de Vinci au cœur de Paris, je crois. Et donc, c'est cet institut, maintenant, elle délivre les diplômes tout simplement par la blockchain. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, fini les fraudes. Si on peut prendre notre exemple, quand vous commandez un billet d'avion, la plupart du temps, ben, vous souscrivez une assurance de retard. Ces assurances de retard, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement un contrat passé avec le transporteur. Aujourd'hui, quand vous arrivez en retard, c'est un peu la galère. On s'est tous retrouvés à un moment donné dans un truc comme ça. Et puis en plus, ils vous demandent des tonnes de papier pour justifier qu'il y a bien eu un retard. Et il faut en plus, pour se faire rembourser, c'est très très long. Et encore, si vous arrivez à vous faire rembourser. Mais imaginons maintenant que toutes ces conditions contractuelles soient mises dans un programme informatique qui exécute automatiquement à partir du moment où on lui donne l'information du retard. Vous atterrissez à Marseille, la compagnie ou l'aéroport annonce que votre avion a eu du retard, c'est directement implanté dans ce programme qui va transférer à la blockchain et qui va donner directement l'autorisation d'une transaction. Vous atterrissez et là, vous aurez déjà l'argent de la transaction sur votre compte. Alors, un petit récap. Les banquiers, c'est plus trop ça. Les notaires, ça commence à être difficile pour eux. Et bien là, c'est le métier d'assureur qui peut disparaître. Prenons un autre exemple, le cas d'Uber. Alors, on connaît tous Uber. Uber, qu'est-ce qu'il fait? Ben, tout simplement, il a fait l'ubérisation du monde des taxis pour finalement capter la relation des conducteurs VTC et des clients. En captant cette relation, il a mis la main sur à peu près tout. Et, en 2016, ils ont même décidé de baisser de 20% le prix des courses. Alors c'était très bien pour les clients, mais pour les conducteurs VTC, ben, c'était un peu dur de s'y retrouver. Le chiffre d'affaires, bien sûr, ben, c'est un petit peu, ça a été impacté sur le chiffre d'affaires, donc bien sûr, ben, ils n'étaient pas très contents. En plus, Uber prenait 20% sur le de transactions et sur chaque course. En quoi la blockchain peut rentrer là-dedans? Ben, imaginons maintenant qu'on considère qu'ils se seraient regroupés, mettons un groupe de VTC dans une région, peu importe, sur Marseille, disons, et puis ils décident de se mettre et de créer une sorte de coopérative 2.0 dans laquelle ils vont baser les éléments de gouvernance à travers deux choses relativement claires et précises et tout inscrire dans la blockchain. Les décisions qui seront prises par les VTC n'appartiennent qu'à la communauté des VTC. Alors évidemment, on y voit tout de suite qu'il n'y a plus d'intermédiaire. On élimine l'intermédiaire de Uber. Et là, évidemment, on y voit tout l'intérêt. L'intérêt qu'ils puissent eux-mêmes déjà fixer leur prix
s'ils veulent, et en fonction du marché, s'adapter. Le deuxième intérêt, c'est que les transactions vont être beaucoup moins importantes. On estime aujourd'hui que ces transactions sont de l'ordre de 5% pour faire vivre la communauté. Et donc, l'implication de chacun sera de valoriser et donneront lieu à un droit de vote et à un poids de gouvernance. Je vous rappelle que cette gouvernance est établie dès le début. Un dernier exemple, encore dans le monde du transport, prenons la société ZOZ. Alors, la société ZOZ, c'est un service de covoiturage. Mais en quoi la blockchain est intervenue dans ce sujet? Eh bien, la ZOZ, là encore, est sur une plateforme autogérée. Quand vous êtes le covoitureur, vous emmenez un certain nombre de passagers et vous êtes rémunéré par des jetons, des tokens. Ces jetons, ils sont appelés, eux, ils les ont appelés Zug. Zuz, enfin, le nom de la société. C'est pas très original, ils n'ont pas trop d'imagination, mais peu importe. Ces Zuz sont stockés dans la blockchain. Par contre, le lendemain, le même convoitureur devient convoituré. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser ces Zuz pour rémunérer la personne qui le transporte. Là encore, le principe même de Zuz est de créer tout simplement un écosystème dans lequel il y aura ces échanges et ce fameux échange de Zuz. Aussi, les développeurs qui vont aider à en mettre au point l'application et la maintenir dans le temps sont elles aussi rémunérées en Zuz. Donc, toutes les personnes qui vont faire la communication participera à l'aventure et sera elle aussi rémunérée en Zuz. C'est donc tout un écosystème qui est créé autour de cette application Zuz. Alors, pour finir sur la blockchain, on a bien compris que c'est un truc qui est en pleine révolution. C'est quelque chose qui n'est pas complètement mature et même encore maintenant en 2022. Aujourd'hui, beaucoup disent que c'est un peu utopique. Souvenez-vous juste d'Internet. Internet, avec les premiers protocoles qui sont arrivés vers les années 72-73, à l'époque, je me rappelle, on avait un petit boîtier pour se connecter, ça faisait beaucoup de bruit, on payait à la minute, Internet, c'était vraiment la galère. Pour se connecter, il fallait des fois attendre 1 heure. Et donc, ensuite, il y a eu le fameux www.com, le World Wide Web. Vous avez vu que j'ai toujours un anglais toujours aussi terrible, qui lui est arrivé dans les années 90. Et aujourd'hui, on est tous connectés. On utilise tous Internet. Que ce soit par un ordinateur de bureau, que ce soit par un ordinateur portable, que ce soit par une tablette, ou tout simplement avec un smartphone. Tout le monde, aujourd'hui, a un smartphone dans sa poche. Alors, oui, je pense que cette technologie blockchain, il faut la suivre. Et donc, en synthèse, on l'a tous compris que la blockchain va apporter une vraie révolution sur les transactions, mais elle va aussi apporter la possibilité, et ça c'est très important, de pouvoir créer des écosystèmes 2.0 et même 3.0, je dirais, de manière extrêmement facile. Alors maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi Angelo, tu as pris tant de temps et tant d'exemples et de parler pendant 30 minutes sur cette vidéo pour nous parler de ça? Eh bien parce que j'ai tout simplement l'honneur de vous dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas de la science-fiction et que tout cela existe, mais en 1000 fois mieux.
je vous propose d'étudier tout simplement Allrun by Sapient Group avec laquelle je travaille. Sapient Group, nous avons créé cet écosystème, mais un écosystème de malades, pour vous donner plus de pouvoir d'achat en investissant au bon endroit, au bon moment, c'est-à-dire maintenant. Certes, ce projet a pris environ un petit peu moins de 10 ans par un génie. Ce génie est Serge Maurice Lobréo, fondateur du Sapient Group. Et à ce jour, il détient près de 30 autres sociétés pour que son écosystème fonctionne. Il a créé sa propre blockchain, il a créé son propre coin, il a créé son propre exchange, sa propre smart card, une crypto station et tant d'autres choses qui sont là et beaucoup d'autres à venir dans ces prochains mois. Il s'est entouré des meilleurs avec le temps et l'expérience qu'il a passé dessus. Si cela te donne envie d'en savoir plus, regarde sur la chaîne YouTube de cette vidéo. J'ai mis plein de petites vidéos qui vont montrer une infime partie de notre écosystème et te montrer comment percevoir et légalement des revenus passifs en faisant des investissements dans une technologie avec des retours sur investissement à 3 chiffres et non pas du 0,5, 3, même 7% certains sur des assurances qu'on peut te proposer à la banque et encore qu'il faut que tu bloques pendant 7 à 8 ans. Alors maintenant que vous connaissez tout ça et ce que ce fameux grand mot veut dire, la blockchain, eh bien vous allez pouvoir réfléchir ensemble, tous ensemble, pour faire en sorte que cette nouvelle technologie constitue un atout pour vous, mais dès demain. Merci à vous. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit like, petit pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, un petit pouce vers le bas. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne car vous pourrez rester connecté avec nous et avoir des explications simples et surtout faciles à comprendre. Et aussi à récupérer surtout un morceau immense de ce réservoir d'argent numérique pour améliorer votre quotidien. Il faut que vous ayez un plan B. Vous faites travailler votre argent pour vous. Et pourquoi pas un jour arrêter même de travailler pour avoir de l'argent. Si vous mettez en place votre propre système qui travaille pour vous, c'est faisable. C'était Angelo de Marseille. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis bye bye.